Bonjour et bienvenue dans la toute première vidéo de la chaîne Avec un bon thé. Je suis Aurore et je suis là pour partager avec vous mon amour pour les livres. Je souhaite donc vous faire part de mes coups de cœur, de mes coups de gueule et de mes recommandations livresques. Tout ça en sirotant un bon thé dans une petite ambiance cosy. Je tiens à dire que je n'ai pas fait d'études de lettres et que donc les recommandations, les avis que je vais avoir sur les livres sont vraiment le fruit de mes émotions, de mon intellect au moment où je vous parle, au moment où j'ai peut-être lu des livres et quand j'en lirai d'autres. Donc c'est quelque chose qui va être assez fluctuant et qui n'a pas vocation à être le témoin d'une quelconque érudition. Vous allez voir, j'aime lire des choses très variées, j'aime lire pour m'évader, j'aime lire pour m'apaiser, j'aime lire pour me documenter, j'aime lire pour juste le plaisir de lire, de me poser. Donc on va voir que tout ça, au fur et à mesure, en fait, ça va amener à avoir une bibliothèque plutôt variée. Et c'est ce qui me plaît aussi beaucoup dans la lecture, et c'est ce que j'avais à cœur de transmettre par le biais de cette chaîne. Et pour démarrer, du coup, cette première vidéo, je m'étais dit que c'était pas mal de participer au hashtag d'Adrien, de la chaîne Les Mémoires d'Adrien, que je vous mettrai en barre de description. Ce hashtag consiste à décrire sa bibliothèque idéale en 20 livres à travers 20 questions qu'il nous pose. Donc j'ai trouvé cet exercice plutôt pertinent et pas si facile que ça à faire. J'avais regardé les vidéos, donc déjà la vidéo d'Adrien, puis les vidéos les spectateurs de sa chaîne lui envoient et qu'il commente. Et j'ai trouvé ça très riche et très intéressant à regarder. Et du coup, j'avais envie, voilà, de démarrer la chaîne avec ce hashtag qui pour moi est très pertinent parce que vous allez voir justement la diversité des lectures et au moins vous pourrez voir si ça vous convient ou pas. Donc sans plus attendre, on va démarrer avec la toute première question de la bibliothèque idéale en 20 livres. La toute première question est donc, je m'en pense bête, mon roman français préféré. Alors, pour mon roman français préféré, j'ai choisi Les Noces barbares de Jan Kefelec. C'est un livre coup de poing, fondamentalement. C'est pas un livre qui fait rêver, c'est pas un livre qui fait s'évader du tout. C'est un livre très dur à lire, qui aborde des thématiques violentes, de violences faites aux femmes, de violences faites aux enfants. Donc ce n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. C'est très dur à lire parce que l'écriture est ce que je qualifierais d'acéré. Et c'est ce qui m'avait fasciné dans cet ouvrage, c'est que justement, on était loin là pour moi de l'écrivain bohème qui prend sa plume et trouve l'inspiration dans la nature ou dans un quelconque romantisme, que j'adore. Mais là, on est plutôt dans une... On n'est pas dans une plume en fait. Yann Kefelec, j'ai l'impression qu'il... Et c'est ça qui m'a séduite, qu'il n'a pas écrit avec une plume en fait, mais qu'il a écrit avec un couteau de cuisine, un bon gros couteau bien aiguisé, et qu'il a déversé ce récit avec une violence et en même temps une précision. Enfin, je l'ai trouvé remarquable. On y parle donc forcément de ces violences, mais surtout de ce qu'elles engendrent, et malgré tout d'amour, même si c'est un amour très particulier, il est quand même question d'amour. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Donc on y suit Ludovic, un petit garçon qui naît après des violences faites à sa maman. Et malheureusement, sa maman ne va pas réussir à faire cette rencontre avec cet enfant dans l'amour. Et elle va le rejeter et lui faire subir des violences assez atroces, notamment par l'isolement et le manque d'amour. Et, euh, et donc on va suivre cet enfant qui va se construire, bon an, mal an, avec cette mère absente, malgré tout, même s'il l'a physiquement, mais par l'absence de cet amour maternel. Et on va suivre son histoire jusqu'à un dénouement assez tragique. Et vraiment, c'est un récit qui m'a bouleversée, fondamentalement. Donc, mon roman français préféré, sans aucun doute, Les Noces barbares de Jan Kefelec.
Mon roman étranger préféré, c'est la deuxième question. Alors, mon roman étranger préféré, ça a été d'une simplicité enfantine, même si je triche un petit peu, et que j'ai choisi une nouvelle. La nouvelle de Stefan Zweig, 24 heures de la vie d'une femme. Alors, pareil, je l'ai lu adolescente. C'était ma professeure de philo, Madame Lespade, qui nous avait donné en début d'année une bibliographie, mais pas de texte philosophique à proprement parler, mais plutôt de livres qu'on pouvait trouver de manière plus classique dans les librairies, et plus accessible surtout pour les lecteurs que nous étions, alors que nous étions âgés à peine de 17 ans. Et du coup, en fait, à chaque fois, elle nous donnait des recommandations de livres en lien avec les différentes notions que nous allions aborder dans l'année. Et donc, sans grande surprise, 24 heures de la vie d'une femme était dans le thème de la passion. Et vraiment, c'est ce qui m'a plu. Alors, c'était cette passion amoureuse, cette passion même au sens plus large, parce qu'on y voit comme cette couverture de, comment elle s'appelle, Pénélope Bagieux l'illustre très bien, la passion du jeu, voilà, aussi. Euh, et du coup, ce qui m'a plu, donc, c'est notamment donc, cette thématique de la passion, mais pas uniquement. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Zweig. En fait, ça a été une révélation pour moi de lire Zweig. J'ai eu l'impression qu'il arrivait à mettre des mots, mais alors d'une simplicité enfantine, j'ai presque envie de dire, même si le récit est loin d'être enfantin, une simplicité déconcertante sur des émotions, des sentiments, des ressentis, mais d'une complexité rare, où je n'arrivais pas, moi, en tant qu'adolescente, en tout cas, à déjà à intellectualiser, à comprendre, à savoir ce qui me traversait. Et là, j'avais l'impression qu'il m'expliquait tout ce que je traversais, même si la situation de référence était complètement différente. J'ai trouvé son écriture, mais alors, tellement belle, tellement fine, pertinente. Toutes les œuvres, toutes les nouvelles de Zweig sont un pur régal. Euh, Si vous n'avez pas encore lu Zweig, allez-y. Vous prenez pas un grand risque. Hein, là, ce sont des nouvelles. C'est très très court. C'est très facile à lire. Et cette édition, vous voyez, elle est plutôt claire. Elle est toute simple. Hein. C'est une des dernières éditions là, de chez Robert Laffont, format poche. Euh, Top. Voilà. Euh, 24 heures intenses, 24 heures bouleversantes, 24 heures qui vont changer un petit peu le destin, enfin changer complètement le destin d'une femme. Voilà, merveilleux. Stefan Zweig, pour toujours, dans mon cœur. Ensuite, nous avons le cadeau qui m'a le plus touchée. Alors, ça a été un petit peu difficile là d'aller sur le cadeau qui m'a le plus touchée. Je ne savais pas s'il fallait plutôt choisir le fond, c'est-à-dire pourquoi ce livre m'a particulièrement touchée ou pourquoi, venant de la personne, il m'a particulièrement touchée. Donc j'ai choisi d'aller sur un souvenir d'enfance avec l'âne Cadichon. Alors là, ce ne sera pas pour forcément voilà, le contenu, parce qu'aujourd'hui, voilà, effectivement, le contenu, c'est des histoires pour enfants et ça me touche beaucoup moins, même si certaines histoires pour enfants continuent de faire battre mon cœur. Mais là, c'était pour la Madeleine de Proust, on va dire, pour le souvenir associé. Euh, C'était, quand j'étais petite, un cadeau qui m'était fait de temps en temps par le mari de la marraine de ma maman qui me gardait quand j'étais enfant et quand nous allions faire les courses ensemble. Donc c'était des petits livres qui se trouvaient en série et donc de temps en temps j'avais droit à aller chercher mon petit volume des aventures de Cadichon. C'est tendre, c'est mignon. Si vous avez la chance de trouver encore Cadichon, je ne crois pas qu'ils soient encore édités, mais dans les vides-greniers, sur les sites de revente d'occasion, etc. Alors, si vous avez l'occasion de trouver ça, lisez à vos neveux, vos nièces, aux enfants qui sont autour de vous, les aventures de Cadichon. C'est mignon à souhait et touchant, ce petit âne à la ferme, la vie de la ferme simple. Voilà, c'était le cadeau qui m'avait le plus touchée. Le livre qui m'a fait le plus peur. Alors là, comment dire, je n'aime pas avoir peur. Et surtout pas en lisant, même si j'ai lu quelques thrillers de très grande qualité, mais je n'ai pas eu peur à proprement parler.
Donc celui qui m'a fait le plus peur, c'est un livre que j'ai lu entre guillemets par accident, happé par une chronique littéraire à la télévision, persuadée que j'allais être emballée autant que le chroniqueur, et au final pas du tout. C'est la série W3. Et je n'ai lu que, je n'ai même pas lu en entier, le tome 1, Le sourire des pendus, que je n'ai plus, dont je me suis débarrassée. J'ai abandonné cette lecture. Non pas qu'elle était de mauvaise qualité, je suis allée regarder un petit peu les critiques qui se font sur cet ouvrage. Les personnes qui aiment ce style d'ouvrage sont dithyrambiques. Ils adorent. Donc ça n'enlève rien à la qualité évidemment de l'ouvrage. Par contre, moi c'est vraiment les thématiques abordées qui m'ont perturbée fois mille. Beaucoup trop réalistes. Alors oui, on va dire, mais enfin, ton roman préféré c'est Les Noces barbares. Oui, mais là c'était... Non, j'ai pas pu. On parlait pareil de violences faites aux enfants, mais des violences poussées à l'extrême. On n'est pas entre guillemets sur une mère et sa difficulté à rencontrer, son incapacité même à rencontrer l'amour maternel et l'amour de son fils. On est sur complètement autre chose. Là, ce sont des violences volontaires faites par des adultes. Voilà, moi ça ne m'a pas du tout plu. Si vous, c'est votre style, apparemment, c'est génial à lire. Moi, je n'ai pas pu, j'ai été terrorisée en me disant que bien, ça existe en fait, tout ça. Et là, j'ai pas pu. Voilà. Donc c'est finalement celui qui m'a fait le plus peur. Parce que dans les policiers que j'ai pu lire, les thrillers, il n'y avait pas des choses qui étaient terrorisantes, à proprement parler. Alors, la question numéro 5, ma biographie préférée. Je lis très très peu de biographies, voire pas du tout. Alors oui, en tant qu'admiratrice de Zweig, c'est une honte de n'avoir lu aucune biographie. Oui, il paraît qu'elles sont excellentes, et j'ai celle de Marie-Antoinette qui est par là, je crois, tout derrière, qui m'attend. Mais par contre, j'ai lu l'autobiographie de Waris Dirie, Fleur du désert. Pareil, c'était un livre qui m'avait été recommandé par ma professeure de philosophie, donc en terminale. Et alors ce récit m'a bouleversée, vraiment bouleversée. Je ne l'ai plus, j'ai dû le prêter et il ne m'a jamais été rendu. Waris Dirie est une jeune fille somalienne qui malheureusement vit ancrée dans sa famille, dans les traditions de son pays, donc traditions qui sont assez barbares, on va dire. Les enfants, mariage forcé avec des adultes, excision, etc. Et après son excision, elle est donc vouée à un mariage forcé avec un homme beaucoup plus âgé qui pourrait être son grand-père, si ce n'est son arrière-grand-père. J'exagère peut-être un peu. Et donc du coup, elle décide de s'échapper. Et donc, on va suivre cette jeune fille pendant sa fuite, à 13 ans, à travers le désert, à travers son continent, pour enfin pouvoir partir en Europe. À Londres, elle se réfugie, où là, c'est pas forcément facile pour elle non plus. Elle est domestique à Londres avec des personnes qui ont peut-être encore dans leur tête tout le passé colonialiste, esclavagiste en tête. Mais malgré cela, elle va être repérée, pardon, elle va être repérée par un photographe de mode qui va la propulser sur les podiums, les magazines de mode, etc. Et elle va petit à petit se reconstruire émotionnellement déjà, aussi psychologiquement, physiquement, avec un destin assez exceptionnel. J'avais été très touchée par son récit. Souvent, quand ce sont des récits comme ça, c'est d'une grande authenticité, c'est d'une grande simplicité. Il n'y a pas de grandes envolées lyriques, mais alors il y a une profonde sincérité qui, moi, m'avait touchée. Je crois que j'avais lu ce livre en à peine 2 après-midi et j'en étais sortie bouleversée. Donc Waris Dirie, Fleur du désert, magnifique. Je sais qu'il se trouve encore
pareil, en seconde main, sans doute, je ne pense pas qu'ils soient encore édités. Mais si vous aimez voilà, les récits de vie authentiques, allez-y, c'est remarquable. Je pense que vous en ressortirez transformé d'une certaine manière. La question numéro 6. Ah, il me tardait d'arriver à la 6. Il me tardait. Le livre qui m'a fait le plus pleurer. Alors, c'est là où on va voir que je peux passer d'une lecture un peu plus littéraire à des choses beaucoup plus simples, mais qui ont fait le job. Et effectivement, le livre qui a fait le job pour me faire couler des larmes, des flots de larmes à 2 reprises, c'est Où es-tu de Marc Lévy. Je ne sais pas si jamais je relisais aujourd'hui Marc Lévy, je ne sais pas si je pleurerais autant. Je ne sais pas, je ne pense pas que j'apprécierais autant son style, etc. Par contre, il a fait le job. J'ai vraiment pleuré, mais alors à chaudes larmes. Pourquoi j'ai pleuré? Parce qu'on va suivre Suzanne et Philippe, 2 adolescents qui s'aiment éperdument et qui font des promesses d'amour, forcément, mais que la vie va séparer, déjà géographiquement, dans un premier temps. Philippe, lui, va continuer sa vie d'adulte à New York, enfin entamer sa vie d'adulte à New York. Et Suzanne, elle, va partir en Honduras dans des missions humanitaires. Donc du coup, on va suivre l'évolution de leurs promesses d'amour et de leur amour par des correspondances d'abord. Et par de temps en temps, on va les voir, ils vont se retrouver à l'aéroport, quand elle est en transit, ou lui. Et du coup, avec des rencontres très brèves, alors oui, des dialogues bien ficelés, etc. etc. On peut reprocher à Marc Lévy certaines petites recettes qui ont fait son succès, mais en tout cas, ça a fonctionné. Alors moi, ce qui m'a fait pleurer, c'est pas tant au niveau de leur histoire d'amour, même si elle était très belle et romancée à souhait, etc. Moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est plutôt l'histoire entre une femme, qui n'est pas Suzanne, qui est mère d'un petit garçon, oui, d'un petit garçon, et une petite fille. Alors, je ne dévoile pas au cas où quelqu'un ne l'aurait pas lu et souhaiterait le lire, et une petite fille. Et ce lien qui va se tisser entre ces 2 personnes, qui n'ont pas de lien de sang, mais dont l'amour est profondément sincère, mais pas forcément évident. Et avec des mots très simples, des fois des courts passages, hein, ça fait pas plus d'1 page. Il a réussi, mais alors, à me tirer les larmes fois 1000. Donc oui, on peut lire Jan Kefelec, adorer Stefan Zweig, vénérer Stefan Zweig, et pleurer sur Marc Lévy. Ce n'est pas impossible. La question numéro 7. Le livre que j'ai détesté. Je vais faire grincer les dents. Le livre que j'ai détesté, c'est J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Je sais que j'aurais peut-être dû persévérer dans ma lecture. J'ai abandonné. Trop cru. Trop. Pourtant, mon livre préféré, c'est quand même Les Noces barbares. Hein. De cru, on est pas mal. Je sais que c'est en fait un roman merveilleux pour lutter contre le racisme. Mais non, j'ai pas pu. Alors je pense que c'est beaucoup dû au fait que je l'ai lu en livre audio raconté par un homme, avec un casque sur les oreilles. Et certains passages pareils de violences faites aux femmes, aux jeunes femmes, j'ai pas pu. J'ai pas pu les entendre de la voix d'un homme aussi près dans mes oreilles. Je ne doute pas, pareil, de la qualité de cet ouvrage, mais moi je n'ai pas pu, j'ai détesté. Non, c'est pas possible. Je ne suis pas arrivée encore au passage où je me dis waouh, quel magnifique livre qui dénonce le racisme. Non, je n'y suis pas arrivée. Peut-être que je réessayerai en version papier, moi, en le lisant, je ne sais pas. J'en doute, hein, mais non, je n'ai pas pu. Ensuite, un petit chat dans la gorge. Ah, ma pièce de théâtre préférée. J'en ai lu très peu, des pièces de théâtre. Mais on ne badine pas avec l'amour. On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Succulent. Simplement succulent. Je l'ai racheté dans l'édition du bac 2025.
parce que je suis ravie que les lycéens d'aujourd'hui puissent avoir accès à ce texte. On ne badine pas avec l'amour. Que dire? Un romantisme merveilleux, une vision de l'amour, l'amour charnel, l'amour entre deux personnes, mais aussi l'amour de soi, l'amour divin. On y parle d'un amour vraiment pluriel. C'est très beau, très bien écrit. Camille et Perdican qui sont promis l'un à l'autre. Camille, assez empreinte de religion, elle a grandi dans un couvent et ne supporte pas en fait toute l'inconstance des hommes. Donc va refuser d'avouer son amour à Perdican. Perdican, lui, à côté de ça, ose dire à Camille qu'il l'aime, mais voyant qu'elle le rejette, ils vont chacun aller dans un espèce de jeu comme ça, d'orgueil, petit à petit, qui va les mener à leur perte et à la perte des personnages qui gravitent autour d'eux. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Il y a donc tout ce rapport avec l'amour qui est vu de différentes manières, pas seulement l'amour romantique, mais il y a aussi donc un modèle de... Comment dire, une structure plutôt, voilà. Une structure théâtrale assez originale. Il y a une multiplicité des lieux. Et d'ailleurs, je ne savais pas, mais en fait, cette pièce, à la base, n'était pas faite pour être jouée sur scène. Donc du coup, c'est vrai que ça n'a pas été pensé en ce sens. Et on a l'impression qu'on lit un roman, en fait. Génialissime. Si vous n'avez pas encore lu On ne badine pas avec l'amour, allez-y, c'est succulent. Tout simplement. Question numéro 9. Mon recueil de poésie préféré. Aucune hésitation avec Les miels de Roupicor. Roupicor est une jeune femme qui est très connue dans le milieu militant féministe. Et elle a livré là, je crois que c'est son premier, je ne veux pas dire de bêtises, je regarde derrière sur la 4e. Non, pas forcément, je ne sais pas. C'est pas précisé si c'est son premier ou pas. Mais en tout cas, ici, elle nous livre des poèmes, alors d'une sensibilité folle. Voilà. Ce sont des poèmes très très courts, en prose en fait, ou en vers libre plutôt, en vers libre, qui sont rangés selon quatre axes qu'il faut lire dans l'ordre. On a d'abord la blessure, donc souvent liée à l'enfance, à l'éducation, à ce qu'on a compris du monde, en lien avec ce que l'on a compris, ce qu'un enfant comprend de la relation avec ses parents, avec son entourage en général, etc. Et des blessures qui peuvent arriver pendant l'enfance. Le deuxième axe, c'est l'amour, puis la rupture amoureuse, donc quand on avance dans l'âge, et la guérison, enfin. Merveilleux. Je crois que toutes les femmes, tous les hommes, peuvent se reconnaître. C'est des expériences personnelles, mais tellement collectives, qui représentent tellement les femmes d'aujourd'hui. Merveilleux. Même d'hier et de demain, malheureusement encore de demain. Merveilleux. Donc, on voit à l'intérieur, ce sont des très très courts poèmes, mais alors percutants à souhait, illustrés de temps en temps. Par des crayonnés comme ça, très très simples. Je ne sais pas si on voit bien. Je peux vous en lire un qui est au hasard. Ton corps est un musée de catastrophes naturelles. Peux-tu saisir combien c'est renversant? Illustré par un cyclone. Enfin, moi, ça me bouleverse, en fait. Voilà. Je sais qu'elle a créé d'autres... Elle en a fait 2 autres recueils que j'ai, pareil, par là, je ne sais pas où, que j'ai par là. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai toujours un exemplaire de Lait et miel chez moi, parce que je trouve que c'est un merveilleux cadeau à faire à une femme, à un homme. Merveilleux. Si vous n'avez pas lu Roupicor, allez-y, foncez. Elle a même fait, ce qui est génial, un
un livre en fait qui aide à écrire en s'inspirant un petit peu de sa méthodologie à elle, de comment elle écrit, comment elle va puiser en elle. Je crois que c'est Écrire pour guérir, que j'ai commencé, mais c'est un exercice d'introspection assez difficile, mais merveilleux. Et pépite, juste une pépite. Toutes les femmes doivent lire les miels. Ensuite, on est à la question 10, déjà la moitié. Le livre qui m'a fait le plus rire. Alors, je ne l'ai pas sur moi, je l'ai prêté à mon papa. Du coup, c'est Entrer dans la danse de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je dis? Jean Telet. N'importe quoi. Entrer dans la danse de Jean Telet. Rien à voir en plus. J'ai adoré. Non mais l'humour de Jean Telet. Un humour noir à souhait. Un humour décapant. Un humour mais qui m'a fait adorer ce bouquin. On y parle donc d'une espèce de contagion au Moyen-Âge, de maladies contagieuses, donc, où les gens se mettent à danser sans pouvoir s'arrêter, jusqu'à épuisement, jusqu'à la mort même. Et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment on attrape cette espèce de gigue effrénée. Les gens ne mangent plus, ne boivent plus, ne travaillent plus, ne font que ça, ne dorment plus. Et comme ça, petit à petit, de plus en plus de monde danse dans cette espèce de petite bourgade. Alors je sais plus où elle se situe, je crois que c'est dans le nord-est de la France. J'avoue que je ne sais plus. Mais alors, moi j'ai adoré. C'est pas des éclats de rire. J'ai très peu de livres, de toute façon, qui m'ont fait, je pense, éclater de rire, si ce n'est Astérix. J'adorais les Astérix. Mais voilà, Jean Telet, Entrer dans la danse. Moi j'ai adoré. J'ai adoré. C'est très particulier comme lecture. Je pense que soit on adhère, soit on pose le livre tout de suite. Mais voilà, si vous aimez l'humour un petit peu décalé comme ça, l'humour noir, allez-y, Jean Telet, Entrer dans la danse. Le livre qui m'a fait le plus lire. Le parfum. Le parfum. C'est juste... Oui, l'histoire d'un meurtrier, d'accord, mais tellement plus que ça. Tellement plus que l'histoire juste, entre guillemets, d'un meurtrier. Je crois que c'était ma professeure de MC, enseignement moral et civique, en 5e, qui nous avait lu un extrait pour nous montrer que certaines répétitions pouvaient servir un texte. Effectivement, le texte commence par la description des rues de Paris au 18e, et où il y a une répétition du verbe puer, de la puanteur des rues de Paris, qui puait la poussière renfermée, les chambres à coucher, puer les draps crasseux, voilà, tout puait. Et du coup, dans cette puanteur ambiante va naître un jeune homme, Jean-Baptiste Grenouille, qui va avoir un odorat surdéveloppé. Alors à un point presque extraordinaire, on dirait la sentinelle de l'odorat, et qui va du coup grandir seul. On peut dire seul parce que je crois qu'il est recueilli par une femme, mais c'est assez insignifiant le lien qu'il va y avoir avec elle, je crois bien. Je sais plus trop. Oui, voilà, sa naissance, son enfance furent épouvantables. Voilà. Et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Voilà. Donc du coup, il va donc grandir comme ça, avec cet odorat et cette fascination pour les odeurs. Et ce qui est fascinant, c'est que lui-même ne dégage pas d'odeur corporelle. Il n'a aucune odeur. Et c'est ce qui va faire que il ne va pas susciter l'attachement de la part des gens autour de lui. Donc il y a toute cette... tout ce lexique autour des odeurs, autour des parfums, et son obsession. Pourquoi le parfum? Pourquoi ça va l'obséder? Cette odeur humaine, cette odeur charnelle, cette odeur des rues aussi, même ce qui est la puanteur, pas forcément une odeur agréable de petites fleurs des champs, etc. Non, il va vraiment décrire toutes les odeurs, de la plus piteuse à la plus merveilleuse. Et sa quête
pour trouver l'odeur absolue et créer un parfum absolu. Voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est vraiment un texte qu'il faut lire parce qu'il il est merveilleux. Merveilleux. Je n'ai pas d'autres mots. Voilà. Donc c'est le livre qui m'a donné le plus envie de lire parce que terriblement addictif. Et effectivement, cet extrait-là, ce début avec ces répétitions, ne dessert pas du tout le texte, au contraire. Donc c'était très intéressant au niveau du style d'aller lire ce livre. Alors, mon roman historique préféré, j'en ai lu très peu. J'ai des gros trous de gruyère dans... Gruyère ou Emmental? Lequel a des trous? Je ne sais plus. Enfin, des gros trous de fromage. Dans ma culture littéraire, des classiques français que je suis en train petit à petit de reconquérir. Et du coup, je me suis mise à lire il y a peu de temps Zola, la série des Rougon-Macquart. Et pour l'instant, ça reste juste du succulent. Et j'en suis qu'au 3e, dans l'ordre des publications, pas dans l'ordre recommandé par Zola. Donc j'ai lu La Fortune des Rougon, La Conquête de Plassans. Non, je dis une bêtise. La Curée, bien sûr, La Curée. La Curée, et là je suis en train de lire Le Ventre de Paris, qui est en bonne place pour devenir dans le top 3, je pense. Les Rougon-Macquart, merveilleux. J'avais très peur de m'attaquer à Zola. Mais pas du tout, c'est très accessible en fait. Je pensais pas qu'on était autant dans... C'est digne d'une étude sociologique, hein. De toute façon, c'était un petit peu le but, il l'avait dit, de ses contemporains. Magnifique. Magnifique. Pareil, c'est des fois difficile de trouver les mots justes pour décrire une œuvre. C'est juste passionnant, en fait. La façon dont Zola décortique la psychologie de ses contemporains, à la fois tout en les mettant dans un contexte, en créant une histoire, comment il arrive à passer de cette étude, voilà, à quelque chose de romancé, d'intéressant, parce qu'il ne décrit en plus pas seulement des personnes, même peu de personnes attachantes. Il y a très très peu de personnages auxquels on a envie de s'attacher, auxquels on a envie de s'identifier. Pour l'instant, j'en ai pas rencontré beaucoup. Et puis alors, en plus, ceux auxquels on pourrait éventuellement s'attacher, il leur réserve un sort pas terrible. Mais il décrit des personnages détestables. Mais alors, mais on a envie de savoir comment ils évoluent. Comment fait-il? Comment fait Zola pour nous donner envie de suivre les aventures de personnages avares, vils, orgueilleux, mais jusqu'à un point mais faramineux, comploteurs. Ça existe, comploteur? Oui, comploteur. Pervers. Mais on les adore. On les adore. Non, on adore lire leurs aventures. Franchement, si vous avez peur de vous attaquer à des classiques comme Zola, allez-y, c'est finalement assez facile à lire. Donc pour l'instant, roman historique préféré, la série. Je ne choisirai pas de livre parce que je ne les ai pas tous lus. Des Rougon-Macquart. Mon premier véritable roman, oui, je ne l'ai pas sur moi. Ça a été L'Enfant et la rivière d'Henri Bosco. J'étais toute jeune, hein. Je crois que j'étais encore à l'école primaire, oui, encore à l'école primaire très certainement. Et j'avais adoré L'Enfant et la rivière parce qu'il y avait la transgression, l'envie pour cet enfant d'aller vers cette rivière qui lui est interdite. Donc oui, il y avait ce goût de l'interdit, mais pas que. En fait, moi, ce qui m'avait beaucoup fasciné, c'était ce désir de liberté. Et liberté contrariée parce qu'on est encore un enfant et on évolue dans un monde d'adultes et on doit leur obéir pour notre sécurité, etc. etc. Mais lui, le petit garçon, je crois qu'il est pareil, qu'il a que 10-13 ans maximum, va franchir les limites de l'autorité parentale et un jour enfin aller découvrir cette rivière qui lui est tant interdite. Et il va vivre là-bas des rencontres qui vont le bouleverser. Très très beau roman,
On peut le lire voilà, facilement, assez jeune. L'enfant et la rivière d'Henri Bosco, qui a une place toute particulière dans mon cœur. Le premier choc avec un classique. Alors là, ça n'a pas été facile, finalement, parce qu'il y a beaucoup de classiques qui m'ont agréablement surprise, en fait. Souvent, on croit que les classiques, c'est des textes trop résistants, trop complexes, comme par exemple, j'en avais l'impression avec Zola, hein. Mais pas du tout. Alors, ou en tout cas pas forcément. Et pour l'instant, le classique qui m'a le plus fait me dire, mais en fait, ok, c'est un classique, mais c'est tellement accessible. C'était Oedipe Roi de Sophocle. Pareil, que je n'ai pas là parce que je crois que je l'ai prêté et pas retrouvé. Oedipe Roi de Sophocle, alors tout le monde connaît l'histoire d'Oedipe. Hein. C'est pas tant pour l'histoire parce qu'elle est un peu. Voilà, elle est un peu glauque. Hein. C'est ce jeune homme à qui l'oracle a dit tu finiras par tuer ton père et épouser ta mère. Et en fait, il fait tout pour échapper à son destin, mais au final, il n'y échappe pas. Et il a beau courir à l'extrême opposé en fait de ce que l'oracle lui a prédit, son destin, c'était de tuer son père et d'épouser sa mère. Et c'est ce qu'il va finir par faire. Bien évidemment, sans le savoir, il n'a pas conscience que face à lui, il a son père. Son père n'a pas conscience que c'est son fils face à lui. Et pareil pour sa mère. Moi, j'ai été impressionnée, en fait. Sophocle, c'est quand même l'Antiquité, hein. Et on y parle, voilà, de mythes fondateurs, etc. Et ça a été un choc de comprendre aussi bien, en fait. J'avais l'impression que c'était pas quelqu'un qui avait vécu des siècles et des siècles avant nous, en fait. J'avais ce sentiment que c'était un auteur presque contemporain, en fait. Donc c'est ça qui m'a véritablement choquée. Alors bien sûr, c'est une traduction. Peut-être que dans la traduction, il y a des choses qui ont été modifiées pour moderniser. J'en ai bien conscience, mais malgré tout, j'ai pas eu l'impression de me plonger dans quelque chose d'obscur, de complexe, etc. Non, au contraire, c'était très limpide et j'ai adoré cette lecture et je crois que du coup j'ai voulu en lire d'autres de Sophocle. Mais je crois que c'est la guerre de Troie n'aura pas lieu. Oui, la guerre de Troie n'aura pas lieu, mais là je crois que je sais plus si j'ai lu la version de Giraudoux. Ah, là je sais plus. Mais en tout cas, je sais que j'en ai lu un autre, et pareil, c'est le même sentiment, que finalement, oui, c'est un classique, mais c'est accessible. Donc voilà en quoi ça m'a choquée. Ensuite, la question 15. Mon manga ou ma BD préférée. Alors j'aurais pu parler d'Astérix, qui a été ma BD préférée pendant des années et des années. L'humour de Goscinny, les dessins d'Uderzo, enfin voilà. Ce combo-là, merveilleux. Mais au final, j'ai choisi un manga. Alors, dans les mangas, je n'ai pas encore lu en tout cas, de mangas, on va dire un petit peu, on va dire les classiques des mangas. Moi, je lis des mangas enfantins. J'aime beaucoup ça. Des petits trucs un petit peu kawaii, un petit peu mignons, avec des petites sorcières, des couvertures avec des paillettes. J'adore ça. Des choses très très mignonnes, je lis. Et parmi ces choses très très mignonnes, je crois que c'est en 2024, hein, oui, c'est très récent, en 2024, est sorti Ma mamie adorée. Mais c'est un bijou. C'est un bijou. C'est un petit manga tranche de vie où on voit en fait, c'est pas vraiment une histoire, hein. On peut presque le piocher au hasard, presque. Où on voit en fait donc cette petite fille et sa mamie qui vivent ensemble et qui partagent un quotidien fait de simplicité au fil des saisons. Donc il est découpé en saisons et mais c'est juste succulent. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu un lien très, très particulier avec ma propre mamie maternelle. Et même si la culture est complètement différente et qu'on ne peut pas retrouver
exactement les mêmes choses, hein, ne serait-ce que voilà, on voit la chambre à coucher, ce sont des futons, etc. Euh, mais alors, c'est c'est- c'est simple. C'est tous ces petits bonheurs d'une grande simplicité, d'une grande tendresse, d'une grande douceur et de beaucoup d'humour avec cette petite mamie qui en fait, oui, est une petite mamie, mais elle n'a pas toujours été qu'une petite mamie. Elle n'a pas toujours été que la mamie adorée. Elle a aussi été une femme. Et donc, elle a son petit caractère aussi. Et elle est très rigolote, cette mamie. Et puis, bon, le regard de cet enfant face à sa mamie, à ses gestes, à la manière dont elle a de se coiffer, de peler des pommes, par exemple, etc. Et c'est juste merveilleux, voilà. Elles font des petites ombres chinoises, toutes les deux. Non, c'est adorable. Vraiment, qu'on soit sensible ou non au format manga, au genre manga, je l'avais prêté à une amie, elle a trouvé ça adorable aussi. Et vraiment très tendre à lire. C'est une petite bouffée d'oxygène et de tendresse, de douceur. C'est un petit doudou. Voilà, je recommande vivement, même si on n'a pas eu un lien particulier avec sa mamie, c'est tellement choupinou. Voilà, donc, ma mamie adorée. De Junko Onma. Voilà. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que 2 tomes qui sont parus. J'ai acheté les 2 tomes. Et je me suis régalée autant avec l'un qu'avec l'autre. Le livre qui m'a rendue folle. Je vais boire un petit coup parce que ça va être froid et à force de parler, c'est pas facile. Le livre qui m'a rendue folle. Alors, la question rendue folle, oui, mais dans quel sens On pouvait l'interpréter de plein de manières différentes. Et comme j'avais très envie de parler de Martin Eden, j'ai choisi Martin Eden de Jack London. Alors pourquoi Martin Eden m'a rendue folle? Tout simplement parce que j'ai tellement aimé l'écriture de Jack London, tellement aimé l'histoire de Martin Eden, qu'à un moment je me suis dit, mais attention Stefan Zweig, tu as de la concurrence en fait. Et ça m'a rendue folle parce que je me suis dit, mais ça faisait tellement longtemps en fait depuis Zweig que je n'avais pas été comme ça touchée par une plume en fait. Et lisez Martin Eden. Je sais que tout le monde le dit, mais maintenant je comprends. Je l'ai lu il y a peu, hein, il y a quoi, il y a quelques mois. Lisez Martin Eden. Comment on peut ne pas lire Martin Eden? C'est merveilleux. J'ai mis des post-it, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté de mettre des post-it parce que le livre aurait été criblé de post-it tellement son écriture, pareil. Elle est simple, mais elle est tellement limpide, tellement. On a l'impression de comprendre vraiment tout ce qu'il veut dire. On a l'impression de. Punaise, mais c'est ça que j'ai vécu l'autre jour. Mais c'est ça, j'arrivais pas à expliquer avec des mots. Je n'avais que des sensations qui me traversaient. Jack London y a mis des mots, comme Stefan Zweig. Merveilleux. Donc c'est le Martin Eden est un. On l'a souvent dit que c'était une autobiographie romancée. Je ne suis pas assez calée pour affirmer ou infirmer cela. Mais bon, on le voit passer partout, donc bon, pourquoi pas. Même si Jack London lui-même avait dit que, en fait, pas du tout, ce n'était pas une autobiographie romancée. Donc on y suit Martin Eden, qui est un jeune homme qui vient un peu des bas-fonds, on va dire, mais qui a des aspirations d'écrivain et d'ascension sociale. Et on va voir tout ce qu'il met en œuvre pour parvenir à ses rêves, mais à quel prix? Voilà, je n'en dis pas plus parce qu'il faut lire Martin Eden. On est déjà à la question 17. Ah, le livre qui m'a énervé. Oh, ça va aller un petit peu plus vite. Pareil, c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. Je crois que je l'ai lu en 2000. Bon, à sa sortie. 2024. Je crois. Reste d'Adeline Dieudonné. En fait, c'est que je crois que je n'apprécie pas le style d'Adeline Dieudonné, ce qui ne lui enlève évidemment rien, ce serait très prétentieux sinon. J'ai quand même mis un petit post-it. Il y a des bonnes choses, il y a des très très bonnes choses, mais ça m'a agacée parce que je n'ai pas réussi du tout à avoir une once de compréhension et d'empathie pour l'héroïne.
C'est une jeune femme qui est la maîtresse d'un homme, donc, et qui, lors de une de leurs excursions, on va dire, clandestines, euh, lui se baigne, en fait, pendant qu'elle prépare le petit déjeuner, et elle le voit, je crois que c'est dans un lac, un peu plus bas, et elle assiste, en fait, à son décès accidentel, infarctus, voilà, on ne sait pas plus que ça, on suppose que c'est ça. Donc une mort subite et violente, très rapide. Et en fait, on assiste à sa réaction face à son désarroi. Alors son désarroi qu'on comprend, euh, l'amour qu'elle a pour lui, elle veut il était clandestin, donc en fait, elle veut le garder pour elle, cet amour-là. Et elle ne peut pas. Elle ne peut pas expliquer au monde, elle ne peut pas partager son chagrin puisque c'est une relation clandestine. Donc en ça, c'est réussi. Elle ne peut pas parce que personne ne connaît son existence à elle. Donc elle n'est pas légitime à vivre son deuil. Donc elle va prendre cette légitimité de force et vivre son deuil à sa manière. Alors dit comme ça, on pourrait dire oui, mais si t'as détesté, si t'as énervé, c'est que voilà, tu es jugeante vis-à-vis de la façon dont chacun peut vivre le deuil. Non, mais c'est très 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 perturbant. Et j'ai vraiment pas compris. Alors peut-être que ça dénote un manque d'ouverture d'esprit de ma part, c'est possible, mais franchement c'est je sais pas, très 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 perturbant et j'ai pas réussi, j'ai pas adhéré. Je l'ai terminé quand même, et il y a quelque chose dans le style, c'est agréable malgré tout à lire, mais non, ça m'a agacé. J'ai voulu l'arrêter, mais je suis allée quand même jusqu'au bout. Je sais pas si je retenterai l'expérience à Adeline Dieudonné, peut-être. On m'en avait recommandé un autre, je sais plus lequel c'est que j'ai derrière là. Peut-être, on verra. Mais en tout cas, il m'a profondément agacée. 18e question. Le livre que j'espère lire bientôt. Alors, là, ça a été très dur de choisir parce qu'il y en a plein, là-bas, là, caché, même plus haut, même plus vers là-bas. Il y en a plein. Mais il me tarde de lire Laurent Godet, Chien 51. Je crois que c'est son dernier, Chien 51. J'ai adoré La mort du roi de Songor et Salina. Je m'attendais pas du tout à ça en lisant Laurent Godet. Laurent Godet a cet art de l'épique en fait. Des lectures vraiment... lui c'est un contemporain, mais qui a un style... on pourrait croire que ce n'est pas un auteur contemporain en fait. C'est très très épique, on a l'impression qu'on est avec Gilgamesh, etc. Chien 51, il me tarde parce que là c'est un roman plus long que ce que moi j'avais lu jusque-là. Et on est dans un univers complètement différent de Salina ou La mort du roi de Songor. Et je crois qu'on est dans un décor un peu plus futuriste. Et un monde post-apocalyptique presque, j'ai envie de dire. Alors je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne l'ai pas lu. Mais bon, la couverture laisse suggérer ceci. Et il me tarde vraiment de lire Laurent Godet parce que j'avais adoré. Et là, de le découvrir dans un autre style, on va dire, que Salina ou La mort du roi de Songor, eh bien, il me tarde, tout simplement. Voilà. Laurent Godet, pareil. Excellente écriture, j'ai adoré les 2 livres que j'ai lus de lui. Et 19e question, le livre qui mériterait d'être plus connu. Alors c'est un recueil de poésie, pourtant j'en lis pas beaucoup, mais il a été auto-édité, c'est pour ça qu'il est très peu connu. Et c'est Consoler les abîmes d'Alexandra Gerbeau, avec une magnifique couverture très simple avec un myosotis. Pareil, donc un recueil de poèmes où les poèmes sont pour la plupart en vers libre, il me semble aussi. Oui, en vers libre la plupart. Texte quand même très aéré. Hein. Voilà. Là, par contre, on peut un peu plus piocher à l'envie dans le recueil. Et vraiment, pareil, c'est un texte qui parle de résilience, en fait, de comment on se remet,
d'une enfance difficile, des blessures de l'enfance. C'est un livre qui se veut apaisant, libérateur aussi, pour pouvoir peut-être euh, se réapproprier un petit peu son histoire quand elle a été complexe. Et vraiment, consoler les abîmes, c'est juste merveilleux. Je vais juste vous lire en fait la quatrième, le poème de la quatrième. Parfois je me demande combien d'aubes à attendre. Combien de nuits me faudra-t-il encore traverser pour consoler les abîmes de tristesse ancrés en mon âme blessée. Voilà. Alors bon, moi ça me bouleverse. C'est très beau. Et alors, comme il est auto-édité, comme il est auto-édité, j'ai eu un petit peu de difficulté à me le procurer. D'abord, je me le suis procuré en format numérique. Donc ceux qui ont des liseuses, n'hésitez pas. Et quand j'ai passé commande auprès de ma libraire, sur le moment, j'avais reçu un mail me disant non, c'est pas possible, on pourra pas l'avoir, etc. Bon, j'ai dit tant pis, je l'ai déjà en version numérique. Même si je n'ai pas de liseuse, je pouvais quand même le lire sur écran. Et finalement, 2 semaines après, il est arrivé. Voilà. Il mériterait vraiment d'être plus connu. Je crois qu'Alexandra Gerbeau a un compte Instagram. Je ne sais plus le nom. Si je le retrouve, je le mettrai dans la barre d'infos. Mais oui, mériterait d'être plus connu, consoler les abîmes. Et enfin, dernière question de ce hashtag. Le livre lu grâce à quelqu'un ou à votre moitié. Donc, mon cher et tendre m'a conseillé plusieurs livres déjà. Je n'en ai lu qu'un parmi ceux qu'il m'a conseillé. Il m'avait conseillé L'échiquier du mal de Dan Simons et Quartier lointain, le manga Quartier lointain. Je ne les ai pas lus. Par contre, j'ai lu un livre qui, lui, l'avait beaucoup marqué étant enfant. C'est Jonathan Livingston, Le Goéland. Et mais je comprends. On va y suivre donc Jonathan, un goéland qui va un petit peu remettre en question sa vie de goéland, tout simplement. Parce que lui, en fait, il ne veut pas voler pour survivre, voler pour être un oiseau et faire sa vie d'oiseau, c'est-à-dire survivre, perpétrer son espèce, etc. Lui, il veut voler pour la liberté que ça procure, pour le plaisir du vent dans les plumes, etc. Et c'est une très belle allégorie de la condition humaine et du pouvoir comme ça, un petit peu de cette rébellion, de la pensée divergente qui va se propager à ses congénères goélands qui d'abord, forcément, les plus anciens vont être réfractaires, un petit peu réactionnaires, tout ça. Ah mais quelle idée, enfin, si nous volons, ce n'est que pour pouvoir nous déplacer, échapper à tel prédateur, etc., etc. Et non pas pour le plaisir de batifoler, etc. Et petit à petit, comme ça, voilà, sa petite rébellion va faire pousser des petites graines. et il va comme ça propager ce vent de liberté à ses congénères. Et je pense que c'est en cela aussi peut-être qu'on s'est retrouvés. Moi, c'est l'enfant et la rivière et cette liberté que j'ai trouvée dans le texte. Et lui, ce goéland est pris aussi de liberté, de déconditionnement de qui il est, de son espèce. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que nous sommes un petit peu retrouvés l'un l'autre. Ce désir de liberté. Voilà, c'est donc terminé pour ma bibliothèque idéale en 20 livres. Alors bien évidemment, on n'est qu'en 20 livres, donc il pourrait y avoir encore pléthore de livres à présenter. Mais j'espère que cette petite, un peu longue, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire certains livres. Et pourquoi pas de venir dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé, soit si vous avez lu, si vous avez envie de lire des ouvrages, et pourquoi pas, encore mieux, de participer à ce fameux hashtag de la chaîne Les Mémoires d'Adrien. Donc je vous dis à tout bientôt et merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'au bout. Ciao ciao!